très chers frères et sœurs, j'aimerais vous souhaiter les bienvenus à la conférence. C'est la première conférence de l'Université Mandombe. Et notre thème est intitulé « La responsabilité de l'Université Mandombe dans le processus de la vulgarisation du nouveau paradigme épistémologique de la Renaissance africaine moderne ». Moi qui vous parle, je suis votre professeur, le Bitomboke Lelegom Jlongwan. En fait, c'est moi qui vais assumer la responsabilité de vous transmettre les connaissances que nous avons préparées. La structure de notre présentation, mais j'aimerais d'abord avoir la certitude si vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais d'abord faire la présentation de la structure de notre conférence. Notre conférence va se baser sur 4 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « L'état de la crise africaine ». Le deuxième chapitre, nous allons aborder la perspective de la Renaissance africaine moderne. Le troisième chapitre, nous allons parler du Mandombe comme nouveau paradigme épistémologique de la Renaissance africaine moderne. Et le quatrième chapitre, nous allons parler de la responsabilité de l'Université Mandombe dans le processus de la vulgarisation et de la divulgation du Mandombe. En guise d'introduction, nous sommes partis d'une observation sur la logique de la domination les dominations qui ont marqué l'humanité. Nous avons compris qu'il y a toujours une intelligibilité de la domination d'un peuple qui se fonde sur 3 principes. Le premier principe consiste à manipuler l'histoire du peuple qui prétend être dominé. C'est-à-dire qu'on parlerait du vol de l'histoire de ce peuple. Le deuxième aspect de la logique de la domination, c'est la destruction de l'auto-estime ou l'auto-charité de ce peuple en lui formant et en lui formatant à se haïr ou à se détester lui-même. Le troisième principe de cette logique de la domination, c'est la destruction de son âme culturelle. Lorsqu'on parle de l'âme culturelle, on voit la spiritualité, la langue, le système de pensée, sa science et sa technologie. Ainsi, nous pouvons soutenir que la logique de l'intelligibilité, de la libération du joug de la domination d'un peuple passe nécessairement par la déprogrammation de ces 3 principes de base mentionnés en amont. La déprogrammation exige une restauration sociale profonde. Donc, c'est ce que nous étions en train de dire. Pour qu'un peuple arrive au point d'entreprendre la logique de l'intelligibilité, de la libération du joug de la domination de ce peuple, il doit nécessairement passer par la déprogrammation de ces 2 principes. Donc, de la même façon que cette loi de la domination des peuples fonctionne, c'est de la même façon qu'on doit faire l'opposé de ces 3 principes. Et nous allons constater que l'Afrique a été victime de cette intelligibilité de la domination systématique sous forme de l'esclavagisme, la colonisation, le néocolonialisme, la ségrégation raciale systématique en Afrique du Sud, par exemple, et aux États-Unis, et partout dans le monde entier. Alors, nous allons nous poser la question de savoir, l'Afrique
l'Afrique est-elle préparée pour se déprogrammer de la domination systématique auquel elle est soumise jusqu'ici? L'Afrique est-elle prête pour s'engager dans une restauration sociale profonde? Nous étions en train d'analyser si réellement l'Afrique, étant victime de l'intelligibilité de la domination systématique qui se vérifie par l'esclavagisme, la colonisation, le néocolonialisme, l'Afrique est-elle préparée pour se déprogrammer de la domination systématique auquel elle est soumise? Est-ce que l'Afrique est-elle prête pour s'engager dans une restauration sociale profonde? Est-ce que le Mandombe, comme nouveau code épistémologique africain, peut-il consolider le processus de la restauration sociale de l'Afrique? Et quelle serait la responsabilité de l'université Mandombe dans cette procédure? Ce sont ces questions-là que nous nous sommes posées pour constituer la base de notre réflexion. Alors, en fonction de la situation de l'Afrique, nous allons faire une étude brève de l'état de la crise africaine. Dans l'état de la crise africaine, nous pouvons dire que l'Afrique a connu un moment de changement social de l'état de la gloire à l'état de la chute. Et cette crise de chute exige un effort supplémentaire. Et le processus de l'effort supplémentaire consiste à repenser nos trois dimensions. La dimension spirituelle, la dimension politique et la dimension scientifique et technologique. Donc ce que nous étions en train d'expliquer, le changement, en fait la crise africaine qui est pratiquement le changement social de l'état de la gloire à celui de la chute de l'homme noir ou encore de l'Afrique, peut se justifier par trois auteurs que nous sommes allés chercher, trois penseurs, grands penseurs que nous sommes allés chercher. Nous avons son éminence Diangué Ndakuntima, qui est le troisième fils de Papa Simon Kimbangu et qui était aussi le leader, le chef spirituel de l'église kimbanguiste de 1959 à 1992. Et son éminence Diangué Ndakuntima, durant 33 ans, il révèle la gloire et la chute de l'homme noir par l'actualisation du récit de la création de l'homme dans le jardin d'Éden, effectivement. Donc lui, il soutenait que l'homme noir est la première créature humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et par rapport à cette réalité, il a défendu que le noir était omniscient, il était très puissant, il était très fort, physiquement il était très géant, il était vraiment l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, il est resté avec ces caractéristiques jusqu'à ce que l'homme a désobéi, il a fini avec l'alliance qu'il avait, avec l'alliance spirituelle qu'il avait avec son Dieu. Donc à partir de ce moment, la chute de l'homme noir, lorsqu'il a désobéi à Dieu, l'homme noir est rentré dans un processus régressif de ses compétences. Donc il a perdu progressivement ses capacités intellectuelles, ses capacités spirituelles, et il a même perdu la capacité, certaines capacités morphologiques qu'il avait. Par exemple, son éminence nous a dit que l'homme, Adam et Ève noirs, créés par Dieu, avait un problème, il mesurait 40 mètres. Ça, c'est son éminence Diangué Ndakuntima qui a révélé cela. Et en dehors de son éminence Diangué Ndakuntima, nous avons Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il nous parle de la déstabilisation
de l'Égypte avec les quatre invasions. Les quatre invasions, pour Cheikh Anta Diop, l'homme noir ou encore l'Afrique est le berceau des connaissances humaines. Donc les Grecs sont allés apprendre chez les Égyptiens noirs, et à partir des Égyptiens noirs, ils sont allés transmettre ces connaissances dans le monde entier, à partir de l'Europe, la Grèce et puis mais cela s'est fait, la déstabilisation de l'Égypte s'est fait en trois phases. Il y a d'abord eu la conquête de l'Égypte par les Perses en 725 avant Jésus-Christ. Après, il y a eu la conquête d'Alexandre le Grand en 302 après Jésus-Christ. Et il y a eu aussi la conquête des Romains en l'an 31 avant Jésus-Christ. Et la dernière conquête, c'est l'invasion des Arabes en 639. Donc, ça c'est le tableau que Cheikh Anta Diop présente. Donc, après ces invasions, on ne parle plus de l'homme noir. On ne parle plus de la suprématie de l'Afrique. Donc, c'est à partir de ce niveau, la chute de la civilisation égyptienne, que l'homme noir est rentré dans l'abrutissement. Donc, on ne parle plus de l'homme noir. En dehors de Cheikh Anta Diop, nous avons le professeur Omo Toundé. Le professeur Omo Toundé, c'est un grand professeur, un égyptologue, qui est en train de faire des grands travaux sur les humanités classiques de l'Afrique. Et pour lui, le règne de l'Afrique, la gloire de l'Afrique est de 100 millions d'années. 100 millions d'années. Et il déclare aussi que lorsque Pythagore, on parle du théorème de Pythagore, il y a eu 1000 ans avant que Pythagore puisse le déclarer, ce principe de calculer le côté de l'hypoténuse du triangle existait déjà il y a 1000 ans chez les Égyptiens. Donc ce n'est pas du nouveau chez les Égyptiens, c'est une invention africaine des Noirs. Et par rapport à cela, nous allons vite nous rendre compte que le professeur Omo Toundé, après, il parle de la marginalisation systématique de l'humanité africaine dans tous les domaines. On n'a plus reconnu l'apport des Africains, des Noirs, pour le développement de l'Afrique. Maintenant, nous allons aborder pratiquement le troisième chapitre. Je vais d'abord expliquer en français et puis je vais repartir en portugais. Nous allons maintenant parler de la Renaissance africaine moderne. En réalité, il y a déjà beaucoup de thèmes au sujet de la Renaissance africaine. Toutes les études que l'université Mandombe a effectuées sur la réalité de la Renaissance africaine moderne, nous nous sommes rendus compte que le thème de la Renaissance africaine a toujours été traité d'une manière superficielle. Les chercheurs ou encore ceux qui parlent de la Renaissance africaine moderne ne rentrent pas en profondeur. Et nous, au niveau de l'université, nous sommes rentrés en profondeur et nous nous sommes rendus compte que la notion de la Renaissance, c'est une notion très profonde et très exigeante. Donc il y a beaucoup des aspects qu'il faut tenir en ligne de compte pour déclarer le processus de la Renaissance, d'une Renaissance. Nous allons d'abord commencer à définir ce que c'est une Renaissance. En fait, la Renaissance, c'est le fait de renaître. La Renaissance, c'est la régénération mentale, culturelle, scientifique et technologique. Quel est l'objectif fondamental de la Renaissance? L'objectif fondamental de la Renaissance consiste à marquer la fin d'une période moins brillante et inaugurer le début d'une autre époque plus brillante par rapport à la façon de penser et à la façon de faire les choses. Et quelle est l'importance? L'importance de la Renaissance. La Renaissance, en fait, c'est un mouvement culturel qui permet de créer
des nouvelles manières d'acquisition des connaissances. Ça, c'est l'élément fondamental. Et dans le processus de la Renaissance, on a des figures, les figures centrales de la Renaissance. Les figures centrales de la Renaissance, ce sont des astres ou encore des esprits brillants qui apportent des nouveaux systèmes de pensée révolutionnaires dans tous les domaines. Et en dehors de ces aspects, nous avons un aspect très fondamental où nous parlons des critères de la Renaissance africaine moderne. Donc pour qu'il y ait réellement une renaissance, on déclare que ici il y a un mouvement qui est lié à la Renaissance, il y a des critères. En fait, il y a 4 critères. Le premier critère, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des prédispositions pour avoir un esprit critique. Il faut qu'il y ait un mouvement qui prône un esprit critique par rapport aux connaissances héritées de la culture traditionnelle africaine. Donc là, je rentre déjà dans le contexte des critères de la Renaissance africaine moderne. Qu'est-ce que nous devions avoir comme critère pour définir notre Renaissance africaine moderne? Eh bien, nous devions avoir un esprit critique par rapport aux connaissances héritées de la culture traditionnelle africaine. Cela veut dire que tout ce qui est de notre culture traditionnelle africaine n'est pas bon. Donc on ne peut pas accepter ou encore valoriser tout ce qui est de notre culture. Parce que tout ce qui est de notre culture n'est pas bon. Donc il faut une sélection, il faut faire une critique. Le deuxième aspect, il faudrait qu'on ait un esprit critique par rapport aux connaissances acquises dans la période de la domination. Dans la période de la domination, on parle de l'esclavagisme, on parle de la colonisation et la période de la néocolonisation. Et le troisième critère, c'est qu'il faut avoir un esprit observateur et attentif à la situation sociale de son temps. Donc, il faudrait qu'on soit très imprégné dans la réalité de la situation actuelle du continent africain ou encore des Noirs dans le monde entier. Le quatrième critère consiste à concevoir un outil épistémologique. C'est ici où le bas blesse, c'est ici où il y a la faiblesse au niveau du continent africain. Parce qu'il faut carrément concevoir un outil épistémologique authentique pour la production, l'acquisition des connaissances basées sur 3 idéologies. Donc l'instrument que nous allons concevoir pour la production et l'acquisition des connaissances doit se baser sur 3 idéologies. 1. L'idéologie du savoir encyclopédique, c'est-à-dire que l'instrument épistémologique que nous allons concevoir doit nous permettre de naviguer sur presque tous les domaines de la connaissance. Et nous devions avoir le deuxième aspect, l'idéologie de l'éducation idéale et l'idéologie de la recherche scientifique. Donc, voilà un peu comment fonctionne la structure du mouvement de la Renaissance africaine moderne. Ça, c'est la proposition du projet de la Renaissance africaine moderne que l'université Mandom est en train de proposer. Par rapport à la réalité des critères épistémologiques que nous avons présentés pour démontrer que la Renaissance africaine moderne n'est possible qu'avec ces critères. Nous avons présenté à la fin le Mandomé comme étant l'outil, ou bien encore, oui, l'outil épistémologique authentique qui va nous permettre de consolider le processus de la Renaissance africaine moderne. Mais c'est quoi le Mandomé? Le Mandomé, c'est un instrument de développement qui a été révélé par Papa Simon Kimbangu au jeune Wabeladio en 1978. Et nous le savons qu'en 1978, Papa Wabeladio, nous n'allons pas raconter toute l'histoire, c'est une longue histoire que nous allons retrouver dans nos cours. Mais du point de vue synthétique, Papa Wabeladio
il lui a été révélé que les lignes horizontales et verticales formées par la superposition des briques n'est qu'une combinaison de deux éléments géométriques qui se ressemblent aux chiffres 5 et 2. Et en fonction de ces deux chiffres 5 et 2, Papa Wabella de la nuit, lorsqu'il dormait, Papa Simon Kimbangu lui est apparu et lui a dit qu'à partir de ces deux éléments que tu viens d'observer sur le mur de briques, le noir fera tout ce dont il a besoin dans l'activité matérielle. Et à ce moment-là, Papa Wabella, il a fait 17 ans de recherche et 17 ans après, il a conçu un système de pensée que nous appelons Mandombe. Mandombe peut se définir en trois aspects. Nous avons l'aspect étymologique où nous avons Ma qui veut dire Mambu, Masono et Ndombe. Ndombe veut dire noir. Donc Mandombe ça veut dire ce qui appartient au noir, fait par le noir, pour les noirs, mais pour l'humanité. Et en dehors de cette définition, nous avons la définition du Mandombe comme moyen de communication. Donc le Mandombe, c'est aussi une écriture qui codifie les sons et les temps d'une langue. Donc les langues africaines, à ce moment-là, qui s'écrivent toujours avec l'écriture gréco-romaine, gréco-latine, pourront avoir la possibilité de remettre la veste qui est la graphie occidentale pour porter une nouvelle veste qui est le Mandombe. Donc lorsque par exemple le Lingala s'écrit en Mandombe, ça veut dire que le Lingala a été décolonisé parce qu'il a remis la veste d'autrui, la veste de la colonisation, et le Lingala se voit vêtu d'une nouvelle veste qui est le Mandombe. Le Kikongo c'est la même chose, le Swahili, le Chiluba, c'est la même réalité. Donc le Mandombe se présente comme un instrument de communication. Et nous avons le Mandombe aussi comme connaissance scientifique. Si nous nous basons sur les critères idéologiques de la science et la technologie que Léonard de Vinci avait tracés pendant la Renaissance occidentale, lorsqu'il disait que aucune connaissance ne peut être définie comme connaissance scientifique si elle ne passe pas par la démonstration mathématique. Le Mandombe par nature, c'est une connaissance mathématique. Et en tant que connaissance mathématique, basée sur le mur de briques, basée sur les principes de la symétrie, basée sur les principes de la trigonométrie, eh bien le Mandombe par nature, c'est un instrument de connaissance, de production de connaissances et de divulgation de connaissances. Donc en un mot, nous pouvons dire que le Mandombe, comme connaissance scientifique, comme moyen de communication, c'est un instrument, un outil épistémologique authentique qui peut nous permettre de déclencher le processus de la Renaissance africaine moderne. Contrairement aux philosophies précédentes, aux philosophies qui ont toujours prôné l'identité de l'homme noir, l'identité de l'Afrique, la reconquête de l'Afrique. Il y a même ceux qui veulent qu'on puisse repartir en Égypte, aller exhumer la connaissance de l'Égypte pour qu'on puisse déclarer la Renaissance africaine moderne. Non, nous n'allons pas repartir encore en Égypte. Nous n'allons pas repartir en Égypte. Il nous faut un nouveau instrument qui va nous permettre de reconstituer une nouvelle civilisation. Donc voilà un peu en résumé ce que nous pourrions dire sur le Mandombe. Et maintenant, nous allons voir l'aspect lié, le cinquième élément, qui est lié à la responsabilité de l'université Mandombe dans le processus de la vulgarisation de Mandombe. En réalité, mes très chers frères et sœurs, le Mandombe, lorsque le Mandombe a été conçu par Papa Wabella, le Mandombe constituait une mine d'or. Lorsqu'on parle d'une mine d'or, c'est-à-dire que c'est une structure naturelle qui détient des ressources minières. Donc,
Pour exploiter ces matières premières, il faut un grand travail qui doit se faire technologiquement pour créer des conditions afin qu'on puisse faire l'exploitation de cette mine. C'est la même chose. Papa Wabella, dans 17 ans, il a constitué une mine d'or qui est le Mandombe. Mais le Mandombe, c'est un fourre-tout où il y a tout à l'intérieur. Donc, il était question qu'on puisse systématiser la connaissance du Mandombe. C'est cette responsabilité que l'université Simon Kimbangu, à l'époque, lorsque j'étais à la faculté de théologie, qu'on m'avait confié, que Papa Wabella m'avait confié, parce que c'était mon professeur à l'université, il m'avait confié cette responsabilité. Et on m'avait dit, tu vas rentrer dans cette aventure, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas terminer cette recherche-là. Donc, je me suis lancé dans cette recherche et j'ai terminé ces études de la systématisation du Mandombe en 2019. Et voilà pourquoi 2020, nous avons créé des conditions avec la main de Dieu. Nous avons créé des conditions pour que l'université Mandombe puisse voir le jour afin que nous puissions créer des conditions pour la vulgarisation du Mandombe dans le monde entier. Parce que le grand problème que nous avons actuellement, c'est que l'Africain souffre d'un complexe d'infériorité parce qu'on n'a pas un instrument épistémologique de référence que les Noirs peuvent montrer. Ça, c'est nous qui sommes en train de faire ça. Comme les Chinois font, Made in China. Il n'y a pas la marque, il n'y a pas une marque noire qui existe que l'humanité connaît. Donc c'est dans cette perspective que nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de voir des mécanismes qui vont nous aider pour vulgariser le Mandombe, pour que le monde entier puisse connaître cette marque des Noirs dans les universités, qu'on puisse étudier le Mandombe avec les collaborations que nous allons établir partout dans le monde entier. Ceux qui sont en France doivent faire des contacts avec des universités pour qu'on parle du Mandombe. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont partout dans le monde entier, on doit faire du bruit autour de cette connaissance. On ne peut pas se claustrer dans l'esprit ou bien encore dans la philosophie de dire que non, mais cette connaissance nous appartient, on ne peut pas vulgariser ça, sinon on va nous voler cette connaissance. La meilleure façon de protéger le Mandombe, c'est de la vulgariser dans le monde entier. On ne peut pas continuer à maintenir le Mandombe ou bien encore à protéger le Mandombe dans nos quatre murs. Non, il faut vulgariser le Mandombe. Il faut l'apprendre et puis le vulgariser. Donner l'information qu'il existe le Mandombe et ça fait notre fierté, ça fait notre dignité. Donc, l'université Mandombe a cette responsabilité de vulgariser le Mandombe dans le monde entier en tenant compte de la systématisation des connaissances de Mandombe que Papa Wabella avait conçues. Donc voilà pourquoi l'université Mandombe a deux niveaux, a 3 niveaux, et dans chaque niveau il y a des étapes, il y a des cours pour ceux qui sont en train d'apprendre, sont en train de voir comment est-ce que nous sommes en train de travailler pour la vulgarisation, pour la transmission des connaissances. Muito bem. A todos o nosso muito obrigado. Em razão da hora, Papalei, nós vamos abrir para que eles mandem as suas perguntas. Pode ir fazendo em francês. Par rapport à l'heure, je pense que la question des questions, nous allons prendre des dispositions. Perfeito. E vamos abrir o canal de comunicação através da sala de aula. Nous allons ouvrir le canal de communication à travers les cours digitales, la plateforme des cours digitales. Perfeitamente. E também, para aqueles que quiserem contactar conosco, podem utilizar a página no Facebook. Et pour ceux aussi qui veulent nous contacter, ils peuvent utiliser la page, notre page
sur Facebook. E também através da plataforma digital, que é mandombeuniversity.com. Et aussi à travers la plateforme mandombeuniversity.com. Perfeitamente. Então, aqui fica o muito obrigado da Mandombe University e o reconhecimento do valor de cada um que aqui está presente e que esperem sempre o melhor de nós. Nous sommes très ravis, nous sommes vraiment très contents et nous terminons notre conférence et nous sommes vraiment ravis, nous comptons toujours sur votre appui et votre sensibilité. Merci beaucoup, muito obrigado, thank you, dankeschön. E que mais? Tua pandula, tua saquidila e que como é que eu digo? Mas a França não pode se permitir? Pode, mas é por causa do horário mesmo, que depois, por isso que a gente vai abrir a questão da fala deles com mais calma, por causa do horário mesmo. Tá bom. Tá bom? Então, se o senhor quiser se despedir em francês, em português. Bon, mais donc, par rapport à la structure, ou bien à la programmation que Dr Celso a fait, normalement nous avons débordé de 18 minutes. Normalement notre conférence ne serait que d'une heure du temps. Donc voilà pourquoi vous allez vraiment nous excuser, tel qu'il l'a dit. Les questions, les interventions, on va les faire dans les plateformes qui sont disponibles. Donc vraiment merci pour votre attention. Muito obrigado pela vossa atenção e nós acreditamos que foi benéfico e contamos convosco pela próxima oportunidade da nossa palestra. Isso vai fazer parte da atividade da universidade e o Dr. Celso vai programar de vez em quando a série de palestras. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado.